Samedi 7 mars 1998 à la police judiciaire de Lille. Il est près de 17h quand le commissaire Joël Speck rentre d'intervention. Cet après-midi-là, avec mon adjoint, on a une vérification de routine à faire sur une affaire de banditisme. Et à l'issue de cette vérification, on repasse au siège de l'APJ. Et là, on voit que tous les bureaux de la permanence sont occupés. Bon, et on se renseigne, bien sûr. On va voir notre collègue Paul-Hélène Girard, qui était la responsable de la permanence. La policière explique au commissaire que l'équipe est sur le qui-vive. Quelques minutes plus tôt, Georges et Marie-Martine Legentil sont venus signaler la disparition de leur fille Caroline. Cette jeune femme âgée de 24 ans semble s'être volatilisée depuis 48 heures. Ils n'ont pas eu de nouvelles de Caroline, elle ne répond plus aux appels. Et déjà, quelque chose leur dit qu'il se passe de quelque chose de pas très très clair. Et surtout, un appel téléphonique reçu quelques heures plus tôt leur fait craindre le pire. Ils apprennent purement et simplement par un appel téléphonique que leur fille a été enlevée et qu'on va reprendre contact avec eux pour les besoins de paiement d'une rançon. Voilà. Et ils ne savent rien d'autre. Ce qui est encore plus inquiétant. Ils sont anéantis quand ils arrivent chez nous et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, quoi. Tombe de haut, quoi. Où est Caroline Legentil? Ses jours sont-ils en danger? Les policiers le savent, le temps leur est compté, car les premières heures d'une enquête sont toujours décisives. Pour la police judiciaire de Lille, le compte à rebours est lancé. Samedi 7 mars 1998, jour 1, première heure d'enquête. Il est près de 18h. Pour Joël Speck, l'urgence est de recueillir le plus rapidement possible un maximum d'éléments sur Caroline Legentil. Caroline est étudiante en droit à la faculté de Lille. Elle a un petit appartement au centre de Lille, dans le vieux Lille. Et Caroline aime la vie. C'est-à-dire qu'elle aime sortir, qu'elle aime s'amuser, qu'elle a toujours beaucoup d'humour. C'est une personnalité excessivement attachante. Caroline Legentil, qui est une fille qui porte bien son nom, qui est très sympa, reconnue comme amicale par tout le monde. Les enquêteurs s'intéressent également aux parents de Caroline. Qui sont-ils? Pourraient-ils être visés à travers la disparition de leur fille? Georges Legentil est notaire à Douai. C'est une famille honorablement connue du Nord. Il exerce sa profession sans le moindre problème. Son épouse ne travaille pas, elle est mère au foyer. C'est un couple sans histoire. C'est des gens qui ont une surface financière assez aisée, sans être richissimes. Bon, ça semble disproportionné, quoi. C'est ça qui nous chiffonne un peu. Joël Speck demande à ce que le téléphone de la famille soit placé sur écoute. Le ou les ravisseurs pourraient bien se manifester à nouveau. Les écoutes téléphoniques ont un double but, c'est d'entendre en direct et d'enregistrer les conversations qui vont arriver, donc de les réécouter à volonté pour essayer de déceler des indices, et aussi de remonter les appels. Les policiers lillois en sont persuadés. L'affaire est sérieuse et s'annonce compliquée. Jour 1, 4e heure d'enquête. Centre-ville de Lille, il est 21h. Pour tenter d'obtenir des informations concernant Caroline Legentil, le commissaire décide de se rendre dans le quartier préféré de la disparue, le quartier Masséna. Avec mon collègue Bob, on va faire les établissements qu'elle est susceptible de fréquenter. Dans 3 établissements, on présente la photo. Tout de suite, les patrons, les serveurs, ça leur dit quelque chose. Et même l'un dit, bah oui, c'est Caroline, son prénom, elle vient avec des amis, c'est la fille d'un notaire. Bon, le seul petit bémol, c'est que à chaque fois, ils disent mais. Alors, forcément, mais quoi? Ah ben ouais, elle fréquente les Mingouais. Les Mingouais est un pub qui se trouve dans le prolongement des bars de nuit de la rue Solferino, sur la place Sébastopol.
Ce n'est pas du tout un bar connu pour être, comme on le dit quelquefois, bistrot de voyous. Absolument pas. C'est un bar simple qui faisait, je crois, des soirées à thème, qui faisait quelques animations, mais qui était fréquenté normalement. Mais les patrons de l'Hemingway n'ont pas de très bonne réputation. Ils ne sont pas dans le cercle des tenanciers, je dirais, honorables de l'île. Les 3 témoins, entre guillemets, qui nous parlent de l'Hemingway, apparemment ont eu des échos sur la personnalité des exploitants. Mauvaise réputation, mais sans plus, quoi. Les 2 enquêteurs décident de suivre cette piste et se rendent immédiatement à l'Hemingway. On constate que l'établissement est fermé, qu'il y a des logements au-dessus de l'Hemingway, mais il n'y a pas de lumière. On apprend que les 2 exploitants ont fermé l'établissement depuis quelques mois. C'est une fermeture volontaire de leur part pour des difficultés de paiement, comme ça arrive à tout commerçant. Il n'y a rien de spécialement inquiétant. Au terme de cette première journée d'investigation, les policiers n'ont aucun élément leur permettant de remonter jusqu'à Caroline Le Gentil. Les recherches reprendront dès le lendemain, à la première heure. Dimanche 8 mars 1998, jour 2, 15e heure d'enquête. Dès le début de la matinée, une information judiciaire est ouverte par le parquet de Lille. Plus de 60 policiers sont affectés à l'affaire. Les enquêteurs lillois, bien sûr, mais aussi leurs collègues parisiens de l'Office central pour la répression du banditisme, venus en renfort. Et dans le cadre des demandes d'enlèvement, c'est assez classique d'alerter la direction et d'avoir un renfort de l'Office central parce que ces affaires mettent en jeu toujours énormément de personnel. Donc on a à la fois la compétence de l'Office central et le nombre qui vient nous appuyer. La police belge est également sollicitée. Vu la proximité géographique entre l'île et la Belgique, il est fréquent qu'une affaire qui commence en France puisse avoir des ramifications de l'autre côté de la frontière. Étant SRPJ frontalier, il est très fréquent d'avoir des affaires qui jouent à saute-mouton par-dessus la frontière. Pour s'assurer de la coopération belge, Joël Speck prend contact avec Éric Clavy, à la PJ de Bruxelles. J'avais d'excellents contacts avec le commissaire Joël Speck de la PJ de Lille. Donc bien entendu, lorsqu'il m'a parlé de cette affaire d'enlèvement, j'ai dit « Ok, Joël, tu peux compter sur moi. Je vais traiter ta demande comme si c'était un de nos dossiers. » La collaboration, elle est vraiment immédiate, elle est innée, elle est naturelle. En parallèle, l'appartement de Caroline est fouillé par une équipe de l'identité judiciaire. L'objectif, trouver un indice qui leur permettrait d'expliquer cet enlèvement. On découvre aucun courrier, il n'y a pas de désordre. A priori, il ne s'est rien passé dans cet appartement, quoi. Elle semble avoir quitté les lieux sans être sous la contrainte. Tout est parfaitement normal. Toutes les choses sont à leur place. Bref, il n'y a strictement rien qui puisse leur donner un commencement d'explication. C'est alors que Georges Le Gentil prend contact avec la PJ. Il explique qu'à 3 reprises, le téléphone du domicile familial a sonné. À chaque fois, personne au bout du fil. Pour les enquêteurs lillois, seul le ravisseur de Caroline peut être derrière ces appels. Un plan est donc mis immédiatement en place pour faire face à une demande de rançon. La première urgence est de déterminer quel sera le policier qui en sera le porteur. Ce porteur de rançon, il doit être réactif, il doit avoir un grand sang-froid, il doit connaître la technique et il doit, tout en respectant les données du délinquant qui lui intime l'ordre d'aller à tel ou tel endroit, il doit aussi pouvoir s'assurer que le dispositif reste autour de lui. Donc une candidature nous retient notre attention, c'est celle de Jean-Luc, un ancien collègue qui avait travaillé à la direction de surveillance du territoire, collègue très efficace dans son travail de BRI, donc le choix se fait naturellement. Quand je me porte volontaire, je ne sais pas quelle va être la suite. Je suis volontaire pour jouer le rôle du porteur de rançon, mais on ne connaît pas le scénario. Je pense que je peux jouer ce rôle, en fait. Un important dispositif est mis en place. Un sac de faux billets est préparé.
À l'intérieur, un émetteur est placé pour pouvoir le localiser. La France s'interdit absolument de payer quoi que ce soit pour retrouver une victime. On l'a déjà vu dans plusieurs affaires célèbres, on négocie jusqu'au bout. Et on ne donne jamais quitus au kidnappeur, ce serait ouvrir la porte à d'autres faits de même nature. Et ça présente un risque, mais ça s'est révélé payant sur les grosses affaires des années 70. Dès qu'on interpelle un suspect, les enquêteurs de l'époque ont réussi à les faire parler et à délivrer les personnes séquestrées. Ne manque désormais plus que les instructions des ravisseurs pour passer à l'action. C'est toujours les moments d'inquiétude parce que plus le temps passe et plus on estime qu'il y a de risques pour la personne enlevée. On est obligé d'attendre leurs consignes et de les suivre. C'est une phase de travail qui est courante chez nous. On attend toujours le bon moment pour intervenir. Donc on se prépare, on est concentré sur sa mission et voilà. Jour 3, 39e heure d'enquête. PJ de Lille, il est 8h du matin. En attendant que le ou les ravisseurs se manifestent à nouveau, les investigations se poursuivent. Les vérifications sont faites notamment sur les patrons du bar de l'Hemingway, ce bar que fréquentait Caroline. Alors ils s'appellent Jérôme Lucas, 27 ans, et Sébastien Chauderlot, 23 ans. Tous les deux ont acquis ce bar il y a quelques années, mais l'Hemingway, depuis 4 mois, est fermé parce qu'en fait, ils sont en difficulté financière. Les deux demi-frères ne sont pas des délinquants d'habitude, même si, effectivement, les policiers notent que les deux ont un casier judiciaire. Jérôme a fait l'objet d'une procédure pour port d'armes prohibée. Sébastien est connu pour des escroqueries commises chez des notaires. Entre l'escroquerie et la demande de rançon, il y a un monde. C'est pas le même banditisme, c'est apparemment pas le même milieu. C'est pas suffisant pour nous pour directement les soupçonner au premier niveau. Au même instant, à 12h53, les services de la PJ interceptent un appel reçu sur le téléphone du domicile des Legenty. Au bout du fil, le ravisseur. Alors avec un mauvais accent arabe, l'homme indique, je cite, « Votre fille est en excellente santé. Il n'y a aucun problème. Il n'y a que vous qui pouvez la libérer. Vous réunissez le maximum. Et le maximum, c'est 1 million de francs. » C'est une somme que je qualifierais de confortable, mais c'est pas énorme. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on a des doutes sur la capacité des rançonneurs. Ça nous semble étonnant. Si c'est le grand banditisme qui est derrière, on s'attend à une somme plus importante encore. Là, la relative somme demandée nous rend sceptiques sur qui est derrière cet enlèvement. L'heure tourne et les espoirs de retrouver Caroline s'amenuisent. C'est alors qu'un nouvel élément va bouleverser les investigations et faire monter d'un cran la pression. Mardi 10 mars 1998, jour 4, 65e heure d'enquête. Il est 10h. À la PJ de Lille, les enquêteurs sont prévenus de la réception d'une lettre glaçante au domicile des Legenty. Le courrier est manuscrit et ce courrier reconfirme la rançon de 1 million de francs. Il y a la carte d'identité de Caroline et il y a une photo de la famille, du foyer des Legenty. L'enveloppe recèle également 2 clichés photographiques qui vont plonger la famille de Caroline dans l'effroi. Il y a 2 photos Polaroid de Caroline qui est bâillonnée et qui a les jambes enrubannées d'un scotch excessivement puissant. Elle ne peut plus bouger. Elle est vivante, mais elle est debout devant un drap blanc qui ne permet pas d'identifier le lieu où les photos ont été prises. On ne peut pas dire avec ces photos qu'elle a été blessée ou pas. Elle semble en bon état physique. C'est un moyen de pression sur les parents. Les photos sont quand même révélatrices de ce que peut subir ou pourrait subir Caroline. Voir Caroline comme cela et ne pas savoir où elle est, si elle est toujours vivante, s'ils vont pouvoir la revoir, c'est véritablement un stress incommensurable. Incommensurable.
Aucune trace n'est laissée par les ravisseurs sur ce courrier. L'enveloppe a été fermée après avoir été imbibée par une éponge d'eau. Et même chose avec le timbre. Tout a été préparé avec un luxe de détails très impressionnant. J'allais dire professionnel. Ça démontre un professionnalisme certain, quoi, comme savent le faire des gens du grand banditisme qui commettent ce genre d'action. Alors que les Legentils viennent de recevoir ce courrier, leur téléphone sonne à nouveau. À l'autre bout du fil, le ravisseur donne enfin ses conditions pour libérer Caroline et exige à nouveau le versement de la somme d'1 million de francs. C'est pas une voix tremblante. Et c'est ce qu'il fait. Georges Legentil, qui essaie de gagner du temps en fait, explique au ravisseur qu'il ne va pas pouvoir lui-même remettre la rançon. Il n'est pas en état physique, moral. Enfin, voilà, il est à bout cet homme. Il propose donc que ce soit un ami de la famille qui s'en charge. Le père de famille a ensuite une ultime requête, parler à sa fille. Georges Legentil supplie le ravisseur de lui passer sa fille Caroline, mais ce dernier refuse catégoriquement. Ça crée le doute, parce qu'il aurait été relativement simple pour les rançonneurs de passer le téléphone à Caroline Legentil, de lui faire prononcer 3 mots et de raccrocher. Et là, en fait, il n'y a aucune trace de vie. Malgré les supplications de Georges Legentil, le ravisseur ne cède pas et raccroche, sans donner plus d'informations. Vendredi 13 mars 1998, jour 7, 137e heure d'enquête. Voilà plus d'une semaine que Caroline Legentil a disparu. Il est 8h21 lorsque le ravisseur contacte à nouveau sa famille. Cette fois, il donne un lieu de rendez-vous. L'échange se fera à Tournai, en Belgique. Une ville qui se situe à une quinzaine de kilomètres de la frontière. Je dois me rendre dans un établissement, bar-restaurant. En face de la gare de Tournai, où là, un message téléphoné a été laissé et sera communiqué au porteur de la rançon. Jean-Luc Lévesque se rend immédiatement sur place. 30 km séparent l'île de Tournai. À son arrivée, le policier entre dans le café indiqué par le ravisseur. Donc je m'assois à une table comme un client et un membre du personnel, logiquement, vient me demander ce que je souhaite consommer. Et là, je lui dis, je suis monsieur Legentil. Ah, il me dit, oui, on a un message pour vous, on a reçu un message vous concernant. Rendez-vous à la gare du Midi à Bruxelles et au comptoir de l'agence Avis. L'enquêteur infiltré se plie aux demandes des ravisseurs. Je me rends au guichet de l'agence Avis et je m'adresse à la personne qui est derrière le comptoir et je lui dis, voilà, je suis monsieur Legentil. Et la personne me dit, nous avons reçu un message vous concernant. Vous devez vous rendre au garage sur la place qui est devant la gare. Quelques secondes plus tard, le téléphone sonne. Le responsable de l'agence décroche et me dit, c'est pour vous. Donc je prends le téléphone et là j'ai une voix masculine qui me dit, vous êtes monsieur Legentil? Alors je lui dis non, je suis un de ses amis. Monsieur Legentil n'est pas en état de venir. Il m'a demandé de lui rendre ce service. De grâce, ne lui faites pas de mal. À cette phrase, le ravisseur raccroche sans donner plus d'informations. Et là commence une attente. On va demander à Jean-Luc de rester aux abords pour qu'il puisse être abordé par quelqu'un, de se montrer à l'extérieur. Et là, j'attends, je fais les 100 pas, on va dire, avec le sac bien en évidence, sac traîné sur des roulettes. Et nous, on est cette centaine de fonctionnaires, on est disséminés, mais de façon assez large, de façon à pouvoir intervenir s'il y a un contact. Notre intention étant d'interpeller à ce moment-là le contact. Plusieurs heures durant, Jean-Luc Lévesque attend, en vain. À 19h, faute de nouvelles des ravisseurs, le dispositif est levé. On ne peut pas laisser Jean-Luc comme ça dans la nature, donc on décide d'interrompre. Je fais le chemin inverse. Je retourne à la gare, je reprends un billet de train et je fais le parcours, retour, jusqu'à la gare de Lille. C'est à la fois un peu frustrant parce qu'on se dit qu'on va recommencer, qu'il va y avoir un autre jet de piste. Si les policiers acceptent l'échec de cette remise de rançon, la désillusion est immense pour la famille de Caroline. Ils sont dans un état indescriptible.
Leur calvaire dure déjà depuis plusieurs jours. Ils sont extrêmement fragilisés, ils sont dans une détresse morale. Inutile de vous dire que là encore, le stress qui existe déjà depuis des jours et des nuits, et des jours et des nuits, et des jours et des nuits, le stress est encore renforcé, car il y a chou blanc. Et on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait toujours pas. On ne vit plus. Les secondes paraissent des heures. Les policiers, eux, ne perdent pas espoir et se concentrent sur leur objectif, libérer Caroline. Et un élément les rend plutôt confiants. En fait, il y a rarement rupture dans les négociations, parce que le but de l'auteur du rap, c'est quand même d'obtenir la rançon. Quel que soit le moyen, son but, c'est d'obtenir les fonds. Alors que l'attente est insoutenable pour les policiers, en Belgique, Éric Clavy tente de localiser les appels passés par le ravisseur. Pour cela, il fait appel à Belgacom, l'opérateur téléphonique belge. Je me rends auprès de Belgacom, je leur explique la situation, ils me disent il n'y a pas de souci, on peut faire ça en direct. Pour la petite anecdote, j'ai le souvenir que chez Belgacom, ils m'ont dit vous devez faire ça avec une mention urgent ou très urgent et ça va coûter 5 fois le prix. Mais il y avait quand même la vie d'une fille en jeu, donc c'était un peu la course contre la montre. Maintenant qu'une partie des investigations est menée en Belgique, une enquête est également ouverte par un juge d'instruction belge. Conséquence positive, ça va donner plus de moyens encore, plus d'hommes, puisque la police belge va être encore plus impliquée qu'elle ne l'était déjà. Mais en même temps, ce nouveau volet de l'affaire va poser un problème de taille. En matière d'enlèvement, Belges et Français ont des façons de gérer diamétralement opposées. En gros, en Belgique, la priorité c'est l'otage et donc on verse la rançon. En France, on s'y refuse. Le juge d'instruction français se rend en toute urgence à Bruxelles. Là, c'est un peu une réunion au sommet et à l'issue de cet entretien avec les autorités judiciaires belges, il est décidé que c'est la pratique française qui va être adoptée, mais à une condition. Notre magistrat instructeur, avec l'aval de la chancellerie, du garde des Sceaux, il se propose de décharger les Belges de toute responsabilité. Belges et Français peuvent désormais collaborer pleinement. Un seul objectif pour ces policiers aguerris, retrouver Caroline Legenty le plus rapidement possible. Jour 8, 166e heure d'enquête. Il est aux alentours de 15h quand l'acharnement d'Éric Clavy pour localiser les appels passés par le ravisseur finit par donner des résultats. Je me suis rendu à plusieurs reprises dans les bureaux de Belgacom où ils avaient l'appareillage technique pour remonter les appels. Je dis, c'est pas parce que c'est un samedi ou un week-end qu'il faut rester à la maison. Je dis, il faut travailler, il faut faire quelque chose. Et alors, effectivement, ils ont très très bien travaillé. Les remontées d'appels sont précises et on s'aperçoit qu'elles émanent de cabines téléphoniques de Charleroi. Il y a 2 ou 3 appels qui, effectivement, proviennent de Charleroi et de cabines téléphoniques. Ces cabines téléphoniques sont toutes les 3 implantées dans le centre de la commune belge. Lorsqu'on voit qu'il y a des appels qui émanent des cabines téléphoniques de Charleroi, plusieurs appels, on se dit, voilà, c'est à Charleroi que ça va se passer. Ce qui est assez extraordinaire dans cette affaire, c'est la manière dont vont opérer les policiers belges. Ils vont déjà identifier toutes les cabines téléphoniques de Charleroi. Un dispositif hors du commun est alors mis en place pour surveiller ces cabines téléphoniques. Il y a une centaine de cabines à Charleroi. Elles vont toutes être surveillées par des policiers belges et également certains policiers français. C'est assez extraordinaire, c'est quand même à noter. On s'est dit, s'il appelle d'une cabine du côté de Charleroi, on le sait en général entre la fin d'appel et la localisation, il se passe à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et on se dit, si on arrive à le faire rappeler, peut-être qu'il n'ira pas forcément très très loin. Donc avec les collègues belges, on part sur ce principe, ça passe ou ça casse. Le piège est tendu. Reste à attendre une fois encore que les ravisseurs passent un coup de fil, en espérant que ce soit depuis Charleroi. Et la chance va finir par sourire aux enquêteurs. Lundi 16 mars 1998, jour 10, 209e heure d'enquête. Il est 10h, alors que cela fait 3 jours que les cabines téléphoniques situées à Charleroi sont scrutées par les policiers. À 120 km de là, à Lille, Georges Legenty reçoit un appel téléphonique. Volontairement, on va demander à maître Georges Legenty de ne pas répondre
de laisser sa fille aînée répondre pour dire « Ah ben, mon père n'est pas là, est-ce que vous pouvez rappeler ?» Monsieur Le Gentil, qui est remplacé par sa fille, fait passer un message en disant il faut rappeler vers 13h. Et là, le piège est bien tendu. Dans même pas les minutes qui suivent, on remonte l'appel. Le numéro, au départ d'une cabine téléphonique, rue du Grand Central à Charleroi, tout près d'une friterie fort fréquentée et très bien connue, là, chez Robert Lafrite, qui s'est ouvert 24 heures sur 24. La cabine est la même que celle utilisée le samedi précédent. Tous les enquêteurs se posent alors la même question. Le ravisseur va-t-il commettre l'erreur d'utiliser une fois encore le même téléphone public ? Jour 10, 211e heure d'enquête. Un peu moins de 3 heures plus tard, à 12h56 très précisément, les investigations basculent et le piège se referme. Une personne se présente dans une cabine téléphonique, commence un appel, et là, on a, nous, à la radio, on nous dit « appel entrant ». Les collègues auprès de la famille Le Gentil nous disent « il y a un appel téléphonique, c'est l'auteur qui demande la rançon ». On signale ça immédiatement à toutes les équipes en place. Et lorsque la personne raccroche, on dit « fin d'appel ». Et donc, on comprend bien qu'il y a une parfaite adéquation entre... et on interpelle la personne en sortie de cabine téléphonique. Alors l'homme est rapidement identifié comme étant Jérôme Lucas. Et aux surprises, c'est l'un des deux patrons de l'Hemingway. L'Hemingway, c'est ce pub de la place Sébastopol à Lille qui avait intéressé les enquêteurs dès le début de leurs investigations. Jérôme Lucas est placé en garde à vue et emmené dans les locaux de la police fédérale à Bruxelles. La nouvelle de cette arrestation est immédiatement transmise à la famille de Caroline Le Gentil. Et alors là, le père reprend espoir. Il dit, ça y est, ils se sont arrêtés, je vais revoir ma fille. Voilà, un immense soulagement, quoi. On sent ce monsieur libéré. C'est une bonne nouvelle, puisque on arrête le rançonneur. Bon. Mais il faut encore l'interroger, savoir ce qu'il en est, notamment de Caroline. C'est la première question qui vient à l'esprit. Bon, on l'a, dites-nous maintenant, où est Caroline ? Pour les enquêteurs, il est clair que Jérôme Lucas a un complice. C'est quand même difficile de faire un enlèvement seul. Donc en fait, s'il est seul et s'il est dans la cabine téléphonique, ça veut dire qu'il ne sait pas surveiller ou garder l'otage. Et c'est prendre beaucoup de risques, c'est quasiment pas possible. On sait par l'enquête préliminaire qu'il était très en lien avec son co-gérant de l'Hemingway, Sébastien Choderlos. Donc à ce moment-là, il est nécessaire d'aller interpeller et entendre Sébastien Choderlos, ne serait-ce qu'en tant que témoin privilégié. Reste donc à interpeller Sébastien Choderlos. Une équipe se rend au domicile de sa mère, à Avesnes-sur-Helpe, chez laquelle le jeune homme réside habituellement. On l'interpelle, on le maîtrise, on le menotte. Le but, c'est de faire le transfert le plus vite possible parce que ça compte dans le délai de garde à vue, forcément, et de le ramener au plus tôt afin qu'il soit auditionné. Sébastien Choderlos est conduit dans les locaux de la PJ de Lille pour y être entendu. Mais l'homme refuse d'en dire plus et se mure dans le silence. Il est parfois souriant, parfois ironique, voire cynique, en disant « mais comment, pourquoi, je ne comprends pas de quoi vous me parlez ». On peut dire qu'il nous prend pour des imbéciles. Les enquêteurs lillois ne le savent pas, mais à Bruxelles, l'audition de Jérôme Lucas pourrait bien accélérer le cours des événements. Jour 10, 215e heure d'enquête. Il est aux alentours de 16h dans les locaux de la police fédérale de Bruxelles quand débute la première audition de Jérôme Lucas. Romuald Muller et Eric Clavy sont à la manœuvre. L'audition d'un criminel, c'est quelque chose de très très particulier et déjà quand on est sur une affaire de meurtre, mais quand on est sur une affaire d'enlèvement, disparition, c'est encore plus compliqué. Parce que justement, c'est lui qui a les cartes en main, il ne faut pas heurter, il faut y aller très progressivement avec comme seule ligne de conduite, d'abord retrouver la victime. Dans un premier temps, le jeune homme reconnaît avoir participé à l'enlèvement de Caroline Le Gentil, mais il prétend n'être qu'un exécutant. Dès le départ, Jérôme Lucas dit Caroline, je ne sais pas où elle est. Il s'est de suite fait passer pour quelqu'un qui passait un appel pour quelqu'un d'autre. Pour une personne qu'il ne connaît pas,
sauf sous le prénom de Malik, qu'il a rencontré à Lille, qu'il a rencontré à Bruxelles, et qui lui a dit, voilà, si tu as besoin d'argent, tu cherches du travail, tu vas faire ça avec moi, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci, et tu auras de l'argent. On est assez conscient que ça ne tient pas vraiment la route, et ça lui est dit, ça lui est dit et redit, évidemment. Il faut bien vous dire qu'on n'a pas grand-chose pour aller contre ces déclarations. Il faut après faire ces vérifications, ça prend quelques heures, faire les vérifications sur ce contact présumé que les Belges établiront qu'il n'existe pas. La première audition du suspect s'arrête, mais les enquêteurs sont bien déterminés à ne rien lâcher. Les prochaines heures s'annoncent décisives pour la suite des investigations. Jour 10, 218e heure d'enquête. Il est 19h quand Jérôme Lucas est réentendu. Le suspect semble alors plus fragile face aux questions des policiers. On peut imaginer que la garde à vue à la PJ, avec des policiers chevronnés, qui doivent mettre une pression monumentale, tout ça va faire que il va rapidement se mettre à table. Il était vraiment bombardé de questions, et puis à un certain moment, il nous dresse un plan. C'est le plan d'un endroit avec lequel il avait été avec Malik, où il voulait attacher Caroline Le Gentil à un arbre. Et alors là, on lui fait remarquer, Caroline Le Gentil attachée, c'est pas crédible ce que tu dis. Il dit si, il nous dresse bien le plan, avec le petit pont et le château, l'entrée du château, le vieux château. Et puis par la suite, il nous parle quand même qu'il y a un trou qui a été creusé par Malik. Est-ce qu'on va retrouver effectivement la personne à l'endroit qu'il a indiqué? Est-ce que c'est pas une fausse piste pour gagner du temps? Donc il faut rester dans une sorte de statu quo, surtout pas venir contrarier à ce moment-là, prendre les informations et aller les vérifier au plus vite. Dès qu'on est en possession de ce plan, on en fait une photocopie, on l'envoie par fax, et sur base du plan, du croquis dressé par Malik, les collègues de la PJ de Lille et notre collègue qui était fonctionnaire de liaison là-bas se rendent sur place. Les équipes de Lille rejoignent à toute allure un petit bois près de la commune de Fournes-en-Wep, le long de la nationale 41, entre la Bassée et Lille. La topographie se prête à des recherches et les premiers collègues intervenants rentrent dans ce sous-bois et là constatent qu'à un endroit qui semble correspondre au plan, de la terre a été remuée, fraîchement remuée. Donc on est avisé, on leur demande d'attendre. Effectivement, on se rend compte que la terre a été remuée fraîchement et sommairement recouverte avec des branchages. On donne l'ordre de commencer à creuser. Et il ne faudra pas aller bien loin, peut-être 1 mètre sans doute, pour découvrir le linceul de Caroline. À environ 80 cm de profondeur, un drap blanc enveloppe le corps de Caroline. Le temps de quelques secondes, le monde se fige. Il y a un silence de mort, vraiment quand le corps est exhumé. Nous sommes corrompus à ça, mais c'est quand même toujours difficile. On a beau être professionnel, la découverte d'un corps et l'image qui, très longtemps après, reste dans la mémoire. Moi, personnellement, je suis dévasté. C'est indescriptible. Parce qu'on y a cru, quoi. Ça faisait partie des hypothèses. On la retrouve vivante. De voir cette jeune fille enterrée comme ça dans cette forêt, au milieu des ténèbres, c'est vraiment une scène d'une intensité très forte. Pour les policiers, cette découverte est une terrible désillusion. Quand on retrouve un cadavre après un enlèvement, il y a ce sentiment ambivalent. On a les auteurs, ils vont être traduits en justice, ils vont répondre de leurs actes, mais on ne ramènera pas la victime à ses parents. Le drame est là, c'est définitif. Il n'y a pas de moyen de réparer. Mais ils voudront tout de même, bien évidemment, savoir ce qui s'est passé. Comment est-elle morte? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tout cela, bien sûr, c'est un nouveau questionnement.
Mardi 17 mars 1998, jour 11, 233e heure d'enquête. Il est 10 heures. À Bruxelles et à Lille, la priorité est désormais de comprendre dans quelles circonstances Caroline Legenty a été enlevée et comment elle a été tuée. Face aux éléments qui les accablent, les deux suspects passent aux aveux. Ils vont reconnaître un peu l'indicible, hein. Ils vont reconnaître que la pauvre Caroline, elle est tombée dans un traquenard, dans un guet-apens. Ce jeudi 5 mars 1998, Caroline rejoint Jérôme Lucas à l'Hemingway. Le jeune homme l'a en effet invité à venir voir l'avancée des travaux de son bar. On pense que Caroline aurait eu une relation avec Jérôme Lucas. Et lorsqu'il lui propose un rendez-vous, elle pense, on peut en tout cas le présumer, que c'est sympa, qu'il a envie de la revoir et que, après tout, pourquoi pas. Et donc, Caroline est venue, je pense même avec plaisir, pour revoir Jérôme. Ce qu'elle n'imaginait pas une seule seconde, c'est que ce rendez-vous était un rendez-vous avec la mort. À 14h, lorsque la jeune femme franchit la porte du bar, elle est tout de suite neutralisée par les deux hommes qui l'emmènent dans un studio situé à l'étage. Jérôme Lucas dit à Caroline Legenty, on va demander de l'argent à ton papa, en l'occurrence 50 000 francs. Il propose à Caroline Legenty de se laisser attacher les mains, donc il lui attache les mains, puis il la met par terre, il dit on va faire plus vrai, on va attacher tes jambes. On va lui dire ne t'inquiète pas, on voudrait avoir 50 000 francs de la part de ton père, on va faire croire un enlèvement, ne t'inquiète pas. Là, il s'empare de la carte bleue de Caroline, il lui extorque son code, et pendant que la malheureuse reste sous la surveillance de Jérôme Lucas, Sébastien Chauderlot s'empresse d'aller faire usage de la carte bleue. Il va retirer pour 1800 francs, et puis il va faire quelques emplettes au supermarché du coin, notamment un drap blanc et un Polaroid. Ils prennent les photos avec le Polaroid qui a été acheté avec l'argent de Caroline Legenty. Et dès qu'ils ont fini d'avoir les éléments permettant donc d'accréditer qu'ils détiennent Caroline Legenty et poursuivre la demande de rançon, ils la tuent. Ils s'y sont mis à deux pour l'étrangler, chacun d'un côté, tirant sur un torchon. L'étranglement va être tellement fort que les vertèbres cervicales vont être cassées. Le corps va être mis dans une sorte de boyau sur le côté de l'immeuble de l'Hemingway, au milieu de sacs poubelles. Dans le courant de l'après-midi, ils retournent dans la forêt près de la Bassée pour agrandir un trou creusé 8 jours auparavant. Ils font un stop dans un magasin de bricolage pour y acheter de l'acide chlorhydrique. Ils finissent par revenir à l'Hemingway, attendre que la nuit tombe. À ce moment-là, transporter Caroline Legenty dans le coffre de leur voiture et aller à Fournaouet pour l'enterrer et l'asperger d'acide pour essayer d'effacer toute trace, notamment de leurs traces. Ils ont quitté les lieux, ils sont allés nettoyer la voiture dans un éléphant bleu. Ils sont ensuite allés au Versailles, à Lille, donc dans un bar, où ils ont commandé, pour moi c'est important parce que ça dénote le machiavélisme et puis l'absence d'humanité quelque part de la personne. Ils ont commandé une bière à un croque-monsieur. Et puis ils passent à l'étape suivante de leur plan. Ils vont rédiger une lettre, la fameuse demande de rançon qui sera envoyée aux parents de Caroline. Et il va mouiller le timbre-poste pour affranchir la lettre avec la buée de la bière pression qu'il est en train de boire, pour éviter de laisser son ADN. Et donc tous ces petits détails montrent à quel point on a quelqu'un qui a un raisonnement froid, machiavélique. Le seul sentiment qu'on ressent, c'est cette fierté d'avoir réussi à monter cette opération. C'est quand même ce qui fait froid dans le dos. Reste une question de taille. Pourquoi les deux hommes ont-ils mis en place ce guet-apens et organisé cette demande de rançon? Ce million de francs leur aurait servi à acheter un château pour y loger leur famille. Alors on a su que c'était une famille décomposée, recomposée. Voilà le but recherché à travers cet assassinat atroce.
Sébastien Choderlos avait été en prison pour une escroquerie au notaire. Donc il est resté sur ce schéma, les notaires ont de l'argent. Le père de Caroline a de l'argent, il va nous remettre la rançon. Caroline a été choisie manifestement parce qu'elle avait le malheur, entre guillemets, d'être la fille du notaire de Douai. Et dans l'esprit des auteurs, nécessairement, on devait avoir beaucoup d'argent disponible du jour au lendemain. C'est un raisonnement aussi primaire que ça. Au terme de leur garde à vue, Jérôme Lucas et Sébastien Choderlos sont mis en examen pour assassinat et séquestration et placés en détention provisoire. 11 jours et 10 heures auront été nécessaires aux policiers français et belges pour résoudre cette affaire. Une affaire qui a durablement marqué les esprits. C'est une affaire qui aura marqué tout le monde, tellement elle est sordide. L'enjeu est de taille, hein. C'est résoudre une affaire criminelle, mais c'est surtout sauver une personne humaine. Et voilà, moi j'ai vu que des photos de Caroline Le Gentil, mais son visage, je ne l'oublierai jamais. Le jeudi 15 novembre 2001, Jérôme Lucas et Sébastien Choderlos sont condamnés à 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises du Nord. Ni l'un ni l'autre ne font appel de la décision. Les deux hommes ont été libérés en janvier et février 2013, 15 ans après les faits et 1 an après le décès du père de Caroline Le Gentil. Les urgences, en quoi puis-je vous aider? Ces gens sont tarés. Ils nous harcèlent, nous suivent partout. Votre nom? Michael Barrison, B-A-R-I-S-O-N-E. On m'a tiré dans le cœur. Je suis au 411 West Mill Drive, au 411. Un ancien athlète olympique est poursuivi pour tentative de meurtre. Il a grièvement blessé une autre cavalière qui vivait sur sa propriété. C'est la guerre, mais elle prend fin maintenant. On est assiégés. Sur les lieux, la police a trouvé une femme blessée par balle et l'ancien athlète olympique Michael Barrison. Michael Barrison pourrait être condamné à 60 ans de prison. Ses avocats prévoient une défense fondée sur l'aliénation mentale. Une stratégie rare. Lorraine Canarek s'est servie des réseaux sociaux pour le pousser à bout. On a des clients à l'écurie. La situation ne fait qu'empirer. On a peur qu'il nous arrive quelque chose. Michael avait été poussé à bout par Lorraine Canarek. Les réseaux sociaux peuvent-ils devenir une arme? Ce que Lorraine Canarek lui a fait, c'est absolument horrible. Il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé au moment des faits. J'ai du mal à croire qu'on puisse oublier avoir tiré sur quelqu'un. Il faisait de la peinture pendant l'audience. Il faisait semblant, c'était de la pure comédie. Il n'existe pas de trouble de la mémoire qui s'active seulement quand on commet un crime. Quand il a ouvert le coffre pour se saisir du pistolet, il savait exactement ce qu'il comptait en faire. Je veux retrouver ma vie. Je perds beaucoup de sang. Je vous envoie quelqu'un. Je suis à Washington Township, d'accord. Au 411 West Mill à Washington Township, d'accord. La plupart des gens le savent dès leur plus jeune âge, vers 4 ou 5 ans. Ils savent s'ils aiment les chevaux ou pas. C'est l'âge exact auquel j'ai su que j'étais faite pour être avec des chevaux. Symphonie! J'ai 6 chevaux. Chacun d'entre eux a sa propre personnalité. Ivy, viens là. Dès qu'on entre dans la grange, ils sont contents de nous voir. Bon garçon. Si quelqu'un n'a jamais été en contact avec des chevaux, dites-lui de venir me voir. Je ferai un miracle. Je lui montrerai pourquoi les chevaux sont des êtres vivants si spéciaux. Quand Dieu créa le cheval,
Il dit à cette sublime créature, « Tu ne ressembles à aucune autre. » Ce sont des êtres dignes d'un livre, d'un conte de fées. Les chevaux sont des animaux extraordinaires. Ce sont les compagnons des hommes depuis la nuit des temps. Les gens qui sont proches des chevaux comprennent que ce ne sont pas seulement des animaux qui broutent de l'herbe sur un terrain. Une horse girl, c'est une fille qui aime les chevaux? Ouais, mais c'est plus une énergie. Salut toi! On compte plus de 8 millions de chevaux aux États-Unis et à peu près 2 fois plus de cavaliers. Mon père me demandait souvent si, à force, je n'en avais pas marre de tout le temps monter à cheval. Je répondais « Pardon? C'est la meilleure chose au monde !» Allez. Elle marche bien. Je suis le genre de personne qu'on apprécie dès la première rencontre. On se sent tout de suite bien avec moi. Mais certaines personnes peuvent me voir différemment. Je peux paraître un peu prétentieuse parfois. Une remarque qui revient souvent, c'est que je pense que tout m'est dû. Mais c'est totalement faux. Je suis une bosseuse, je travaille énormément. Je m'en occupe, laisse. Attends. Tu peux l'enrouler, mais plus serré que d'habitude. Vraiment, n'hésite pas. Je vais devoir repasser derrière toi. Je dois vérifier. Quand on s'investit pleinement dans quelque chose, on s'améliore. Et si on fait preuve de patience dans ce sport, on finit par trouver les personnes qui nous aideront. En mars 2018, mon entraîneuse de l'époque m'a dit qu'elle allait faire un entraînement avec Michael Barrison. Pour le Grand Prix spécial, Saphir et Michael Barrison. J'ai tapé son nom sur Internet et j'ai vu qu'il avait fait partie de l'équipe olympique en 2008. Les Jeux olympiques, ce n'était pas mon objectif. Je voulais vivre pleinement la vie de cavalière. Je voulais monter mes chevaux tous les jours, sans exception. Je voulais tout apprendre et qu'une personne plus expérimentée me transmette son savoir. J'ai commencé l'équitation jeune. Je n'étais pas bon en saut d'obstacle, vraiment pas. Alors je me suis lancé dans le dressage parce que j'étais doué. En dressage, un cheval effectue des figures. C'est beau à voir. On admire des femmes et même des hommes sur des chevaux. Le dressage a une vraie histoire. Le dressage trouve son origine sur les champs de bataille. Les chevaux devaient apprendre à se déplacer sur le côté, à avancer, à reculer et à obéir aux cavaliers. La tête du cheval doit avoir une position spécifique. Et le corps aussi. Tous les gestes doivent être harmonieux et suivre un rythme. On doit apprendre tout ça à un cheval. Entraîner un cheval consiste à lui faire accepter ce que l'on appelle les aides. Les jambes, les mains. Grâce à ça, le cheval apprend à être réactif et à accepter son cavalier. C'est très difficile à faire. On demande aux chevaux d'accomplir une tâche qui va au-delà de leur capacité athlétique. Ils doivent se comporter comme des danseurs classiques. Ça doit paraître facile. Les Jeux olympiques, c'est une compétition unique, en particulier pour les cavaliers. En un siècle, il n'y a que 25 jeux. Une équipe de dressage, c'est 4 cavaliers. Ça signifie qu'en 100 ans, 100 personnes maximum représentent leur pays aux Jeux olympiques pour le dressage. 2, 1, décollage. À peu près autant de personnes sont allées dans l'espace. Je me vois comme un bon compétiteur. Je pense que je suis un excellent dresseur. Est-ce que ça vous paraît juste et raisonnable pour un cheval? Est-ce qu'il peut comprendre ce que je lui demande de faire? Quand on travaille avec des chevaux, on a plusieurs sources de revenus. On entraîne des cavaliers et des chevaux dans nos écuries. Certains propriétaires laissent leurs chevaux chez nous. Certains clients ne les montent jamais, donc je le fais. D'autres veulent qu'on leur apprenne. Tout repose sur le contact. S'il se comporte mal, tu dois ressentir ce qu'il va faire avant qu'il n'agisse. Début 2018, j'ai organisé un séminaire pour mes meilleurs élèves cavaliers du Grand Prix.
Une femme m'a dit qu'elle allait venir y participer en mai avec une de ses élèves. Elle voulait venir pendant 1 mois pour qu'elle puisse s'entraîner. L'élève, c'était Lorraine Kanarek. Lorraine m'a appelé, elle s'était penchée à mon sujet, elle avait fait des recherches et elle connaissait mon parcours. Elle a dit que ce serait un honneur de s'entraîner avec moi. Il m'a dit que je devais m'entraîner avec les meilleurs élèves pour suivre les meilleurs cours donnés par les meilleurs dresseurs. Il m'a dit que j'avais tout ce qu'il fallait pour participer aux Jeux Olympiques. Les bons chevaux, l'ambition et la motivation. Il avait vraiment les mots justes. À la fin de l'appel, j'ai fini par lui dire « Où est-ce que je dois signer ?» Hawthorne Hill, c'était mon havre de paix. Je m'y sentais en sécurité. C'était dans une vallée à 1 heure de New York. On se croyait au milieu du Tennessee, c'était paradisiaque. J'ai construit une grande partie de la ferme moi-même. J'y ai mis tout mon cœur. Elle était conçue comme une université. Mon rôle, c'était de superviser les entraînements. J'avais toute une équipe avec moi. Justin Hardin, c'était mon bras droit. Mary Haskins Gray était cavalière et dresseuse et ma petite amie de l'époque. Je vivais sur la ferme et Mary Haskins Gray vivait avec moi la plupart du temps. Lorraine vivait aussi sur place avec son petit ami Rob. Son père était très impliqué. Il me proposait de payer les factures. À l'époque, Lorraine avait 2 chevaux. Michael devait les entraîner. Il l'a invité à la ferme parce qu'une place était disponible. La maison était meublée et Lorraine pouvait y vivre. On s'est dit que c'était une super idée. Tout était à proximité, la maison était à 7 minutes de la grange. Lorraine avait un toit sur la tête et ses chevaux allaient être entraînés. Tout le monde était content. Continue comme ça, ne laisse pas trop baisser la tête. Fais-le remonter, excellent chef. Allez, refais-en un. La confiance, c'est un élément essentiel. Notre entraîneur et notre cheval doivent absolument se faire confiance. C'était le cas pour mon cheval et Michael. Resserre les jambes et penche-toi en arrière. Voilà. Alléluia. Josie, regarde Lorraine. Elle s'en sort comme un chef. Il arrivait à régler les problèmes très rapidement. C'est bien. Garde les mains proches. Continue comme ça. Pas mal. Continue d'avancer. Il faisait exactement ce qu'il m'avait promis. Il m'entraînait à devenir une meilleure cavalière. J'ai vite découvert que tous les autres élèves n'avaient qu'une obsession. C'en était presque sectaire. Tout le monde était obnubilé par une chose. Ils voulaient que Michael leur permette d'accéder aux Jeux Olympiques. Michael me disait que les JO n'étaient pas un objectif, mais un rêve, et que c'était celui de tous ceux qui étaient ici. Moi, j'étais contente pour eux. Ils avaient un rêve, et moi aussi, comme tout le monde. Là, tu dois avoir une attitude autoritaire. Quand je te regarde, je vois dans ta posture et la manière dont tu le diriges que tu as le contrôle. Ça, c'est de l'autorité. En dressage, il faut 3 éléments pour espérer gagner. Un bon entraîneur, un bon cavalier et un bon cheval. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi beaucoup d'argent. Après tout, c'est le sport des rois. Faire des compétitions en Europe, c'est obligatoire pour les cavaliers de haut niveau. Rien que le transport, c'est 25 000 $, sans compter votre palefrenier, vos affaires et le prix de la compétition. Une fois rentré, si vous avez votre propre van, il faut compter 125 000 $ pour une semi-remorque. Les fers sont à changer toutes les 4 semaines, ça coûte entre 500 et 700 $. Dans le milieu, on peut entendre « Il est pas cher ce cheval, il est à 50 000 $. » Tout est très coûteux. 170 000, 180 000, 190 000. JT est un cheval dont j'ai fait l'acquisition en 2006. C'était un athlète hors du commun. Il appartenait aussi à mon ex-femme. On avait passé un accord. C'est moi qui le montrais et participerai aux compétitions, puis je le revendrai. JJ! Salut mon beau! On a une pratique assez courante. De temps en temps, il arrive que les entraîneurs laissent des cavaliers moins expérimentés monter des chevaux qui ont plus de bagages.
On les laisse tester pour qu'ils expérimentent une nouvelle sensation, qu'ils se projettent un peu dans l'avenir. Justin Hardin l'a fait avec JT. Il a laissé Lorraine le monter. Justin m'a dit qu'il voulait que j'essaie un autre cheval. Il a ajouté qu'il ne laissait pas n'importe qui le monter parce qu'il pouvait parfois se montrer un peu difficile. Quand je l'ai chevauché, on m'a dit d'être prudente et d'y aller doucement. J'étais sur lui et c'était exceptionnel. J'avais l'impression qu'une boule d'énergie se formait sous mon corps petit à petit. Je me suis dit, un jour, ce cheval sera à moi. Mon beau. Pour faire une comparaison, les chevaux de Lorraine étaient des Toyota Corolla. JT, c'était une Corvette. On l'a mise au volant d'une voiture de sport une seule fois. Malheureusement, c'est à partir de là que tout a dégénéré. Virage serré et tout droit sur la piste. 2 jours après avoir monté JT, elle a posté des vidéos d'elle sur Mon Cheval sur les réseaux. JT, t'as l'air tout petit à côté de lui. En juillet 2018, Lorraine Kanarek a participé à des concours avec Mon Cheval. On lui avait loué une voiture de sport et elle s'était mise en tête qu'elle serait désormais la seule à la conduire. Elle avait réquisitionné Mon Cheval pour satisfaire ses propres intérêts. Ça a été une vraie catastrophe. Elle lui faisait perdre de la valeur, ça ne pouvait pas continuer. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient plus concourir avec lui. Ils sont venus me confronter dans l'écurie. Ils m'ont hurlé dessus. Ils me faisaient peur. Je suis une poule mouillée, je ne me suis jamais battu de ma vie. Ils me menaçaient. Son père m'envoyait des messages. Je vais te faire mettre la clé sous la porte et te traîner devant la justice, t'es fichu. Je me voyais déjà devoir payer un autre avocat en plus de celui que j'avais pour mon divorce. C'était la panique. J'avais peur de me faire agresser et poursuivre en justice, donc j'ai capitulé. J'ai été menacé et forcé. On peut dire qu'on m'a extorqué. J'ai dû vendre mon cheval pour la moitié de ce qu'il valait. On l'ait forcé à vendre son cheval, c'est le mensonge le plus débile que j'ai entendu de toute ma vie. Vraiment. Je me rendais à une compétition pour laquelle Michael m'avait entraîné. Rob est venu me dire que JT avait été sorti du van. Michael refusait qu'il vienne. Je suis allée voir Michael dans son bureau pour lui demander ce qui se passait et pourquoi JT avait été sorti du van. Il était en panique. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Il m'a dit que JT ne pouvait pas concourir. En réalité, il voulait le vendre aussi vite que possible. Je lui ai demandé pourquoi, et il m'a répondu que c'était à cause du divorce. Je lui ai proposé d'acheter le cheval si ça pouvait l'aider. Et tout à coup, il est devenu très calme. Il était très content d'empocher mon chèque. Le cheval était à moi. C'était réglé. Du moins, c'est ce que je pensais. C'est bien, mon Jay. La sangle est mise? Oui. Bien serrée? Oui. Arrête-toi. C'est pas vrai, Rob. Arrête. Regarde ce qui s'est passé. Stop. Je vais t'emmener. Lâche-le. Lâche les rênes. Doucement. Rob? Ouais? Un fouet. Sur la table. Je peux pas, là. Il me faut un fouet tout de suite. Doucement. Il me fiche la trouille, là. Recommence. Ça craint. On n'a pas encore parlé de son niveau en tant que cavalière. Je le compare souvent au baseball. Moi, j'ai joué dans une équipe de ligue majeure. Mary Haskins Gray et Justin Hardin étaient des joueurs dans une des meilleures équipes de ligue mineure. Ils étaient sur le point d'entrer dans les ligues majeures en tant que rookie. Est-ce que c'est clair jusque-là? Lorraine Kanarek, elle joue dans la Ligue des enfants. On change doucement. On était un peu en retard. Je recommence. Rob, tu comprends? Quoi? Il est 6h30. Doucement, mon beau. Rob, tu m'écoutes? Rob? Ouais, vas-y. C'est bon, je t'écoute, là. T'es mal poli. Je te demande ton avis. Tant pis, je te laisse plus le choix. J'entraîne des athlètes olympiques, pas des amateurs.
Pendant cette période, c'était Mary qui entraînait Lorraine parfois. Pour moi, Mary Haskins était la personne la moins qualifiée au monde pour donner des cours d'équitation. Au bout d'un moment, Lorraine a commencé à se plaindre. Elle me disait que l'équipe ne faisait pas bien son travail et que la petite amie de Michael, Mary Haskins, les y encourageait. En avril, j'y suis allé pour participer à une réunion avec Rob, Lorraine et la petite amie de Michael, Mary. Lorraine nous a dit qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait pour l'aider. Mary lui a répondu « Tu ne viens même pas t'entraîner, alors avant de critiquer les autres, mets-toi au travail ». Les deux filles ont commencé à se hurler dessus. Jonathan et Goodwin essayaient de calmer Lorraine et moi je m'occupais de Mary. Pendant cette réunion, Mary Haskins nous a dit qu'on devait s'en aller. Michael lui a dit « Ferme-la. C'est moi qui travaille avec ces gens au quotidien. » Je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais « ferme-la » à une femme. Il laissait sa petite amie s'en tirer sans aucune conséquence, alors qu'il aurait pu simplement lui dire d'arrêter de faire n'importe quoi. Pendant tout ce temps, Michael a essayé d'être au four et au moulin. Mais malheureusement, le four a fini par exploser. Rose, est-ce que ta patte arrière gauche est gonflée? Cligne des yeux une fois pour oui et 2 fois pour non. Allez, on y retourne. J'ai rencontré Michael en 2018. Ma fille s'était inscrite à un camp d'entraînement qu'il organisait. Les amateurs de chevaux sont excentriques. Ce n'est pas inhabituel d'avoir des clients difficiles. C'est collé. On a tendance à ignorer cet aspect dans le milieu. C'est comme ça. On n'a pas d'autre choix. J'ai rencontré Lorraine pour la première fois dans un hippodrome dans le New Jersey. Bonne fille. Dès notre rencontre, j'ai su que quelque chose clochait. Rob, il est où mon sac, bon sang? Rob, je crois qu'on n'a jamais utilisé cette bride sans mort. Rob, tu m'entends? Elle partait dans tous les sens et elle était constamment surexcitée. Ça m'a carrément provoqué une migraine de la côtoyer. J'ai dû m'éloigner d'elle. Elle perturbait tout le monde. Elle était éprouvante pour les nerfs, c'était terrible. À Hawthorne Hill, il y avait pas mal de tensions entre Lorraine et Mary Haskins. Lorraine avait des exigences et elle pouvait se montrer très insistante. L'ambiance était un peu électrique. Elle m'avait envoyé une demande d'amis sur Facebook, donc je pouvais voir ce qu'elle postait en direct. On ne peut pas tourner les talons face à tous les clients difficiles, mais il y a une limite à ne pas franchir entre une situation difficile et une situation dangereuse. Dans toutes ces publications, il y a des métaphores avec les échecs. Le roi a été capturé et tué. La reine doit être sacrifiée pour protéger le château. Le château s'effondre. Qui a le temps et l'énergie de publier ce genre de choses ? Dans le milieu du dressage, tout le monde voyait ce qu'elle postait en ligne et on était tous scandalisés. Je postais tout ça pour qu'ils comprennent que le véritable problème, c'était que sa petite amie le menait par le bout du nez. Elle faisait en sorte que je ne puisse pas m'entraîner. C'était mon nom qui était inscrit sur l'entête. J'entraînais des jeunes femmes, des personnes âgées ou des enfants. La fille de Lara avait 16 ans et vivait avec moi. Elle était sous ma responsabilité. Tout ce qui se passait à Hawthorne Hill m'inquiétait beaucoup. Il y avait une certaine hostilité entre les deux femmes. Certes, Michael devait être pris entre deux feux. Lorraine, une cliente importante, contre sa petite amie. Il fallait qu'il trouve une solution.
On n'allait pas se laisser faire. Elle ne pouvait pas parler de nous ainsi sur Internet. Il est venu me voir dans l'unique but de me hurler dessus. Tu te prends pour qui? Il disait que je n'allais jamais me faire un nom et qu'en un seul appel, il pouvait mettre fin à ma carrière. Il était venu pour fixer ses règles. Il voulait me faire comprendre qui dirigeait dans ce sport. Qui dirigeait son écurie, qui était le patron, qui étaient les personnes puissantes et quel était leur pouvoir. Dans le monde de l'équitation, c'est absolument nécessaire d'avoir une bonne réputation si on veut réussir. Mais ça se mérite. On ne la reçoit pas par magie. Toute ma vie tournait autour de l'équitation. S'il me dit qu'il peut ruiner ma carrière en un seul coup de téléphone, je ne vais pas le prendre à la légère. Les amis de Michael avaient le pouvoir de m'évincer et de me faire blacklister du milieu. Ils mettaient en péril ma vie, ma source de revenus et ma carrière en tant que cavalière. On se dit, autant mourir. On n'a pas vraiment envie de ne plus être de ce monde, mais autant abréger ses souffrances. Lauren Kanarek est devenue très étrange et instable mentalement. En général, elle était réveillée vers 2h45 ou 3h du matin. Elle allait dans les arbres derrière l'écurie pour poster des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux. Lauren n'est pas passée à l'attaque. Elle a voulu se défendre en expliquant sur Facebook ce qui se passait. Michael avait des amis haut placés et c'était un athlète olympique. Lauren n'avait que Facebook pour s'exprimer. Elle publiait des messages publics. Quelle est votre adresse? J'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'on nous apprend quand on est enfant. Il faut appeler la police. J'ai besoin qu'un policier vienne pour expliquer à ces gens qu'ils doivent se ressaisir et arrêter de nous menacer. On est des gens bien. Ça prend une mauvaise tournure. Ce sont des menaces pour la société. S'il faut une mesure d'éloignement, je la demanderai. C'est la guerre, mais elle prend fin maintenant. Je n'en peux plus de ces gens, ils doivent partir. C'était un différend civil. Il se servait de la police comme d'une arme, alors que ça ne la concernait pas. Les policiers lui ont dit d'arrêter de les appeler et qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui. Lauren était dans la grange et elle a entendu une conversation. Ça parlait de trouver quelqu'un pour leur régler leur compte. Alors elle a eu peur. J'ai dit à Lauren qu'on devrait trouver de quoi les enregistrer. Barry Haskins, voilà le topo. La police veut rejeter la faute sur nous. Elle dit que c'est un différend civil. C'est pour ça que je te dis de continuer à les appeler. Il faut que tu pousses la police à prendre le relais. C'est un fardeau pour nous. Elle la joue à l'ancienne. Il faut la mater. On pensait qu'ils allaient commettre un crime. Si ça se produisait, on voulait avoir des preuves pour montrer qu'ils avaient tout prémédité. Je m'en occupe. Elle doit être bannie des compétitions. Personne ne peut bannir quelqu'un à vie du milieu de l'équitation professionnelle à part Safe Sport. On ne peut pas appeler la police pour leur dire « Des gens essaient de m'exclure du sport que j'aime, arrêtez-les ». Ce n'est pas leur responsabilité. Mais Safe Sport est là pour ça. C'est son rôle. C'est une organisation qui s'assure que les personnes qui ont le pouvoir d'en détruire d'autres ne le fassent pas. Il y a un problème dans les sports équestres. Beaucoup d'entraîneurs ont été bannis à vie par Safe Sport. La plus grande peur de Michael, c'était de ne plus pouvoir concourir. J'ai appelé le numéro et je l'ai signalé à Safe Sport. Je l'ai signalé pour harcèlement, intimidation et abus de pouvoir. Pendant l'appel, la personne n'arrêtait pas de me demander s'il y avait des personnes mineures sur la propriété, où ils vivaient et ce qu'ils faisaient. J'ai entendu la voiture arriver et se garer juste devant l'écurie. Lauren était au téléphone et elle marchait à toute vitesse.
Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour détruire tout ce à quoi tient Mary Haskins et tout ce qui lui est cher. Mary Haskins avait 2 enfants en bas âge. Je les considérais comme les miens. Elle avait peur pour eux à cause de ces gens-là. S'il se passe quoi que ce soit, je vais... Tu vas faire quoi? Tu m'as déjà dit ces derniers jours que tu envisageais de partir. Je ne vais pas te quitter, Michael. Je ne pars pas. On discutait, puis on recevait des messages moqueurs, comme s'ils savaient de quoi on avait parlé. Lorraine m'a même dit de vive voix, « Maintenant, tu sais que ta gentille petite dame ne va pas te quitter. » J'ai dit à Marie qu'il nous avait mis sur écoute. Je ne savais pas comment. Comment ils nous écoutaient. Je me suis demandé s'ils avaient piraté nos téléphones, s'ils essayaient de connaître mes faits et gestes et pourquoi. On se disait que les murs avaient des oreilles et que l'obscurité avait des yeux. Un jour, je suis tombé sur un post sur les réseaux sociaux et c'est là que j'ai compris que Lorraine devait avoir un plan d'action. Elle devait bien se confier à quelqu'un sur les mauvaises choses qu'elle avait faites ou qu'elle s'apprêtait à faire. Elle avait posté un message où elle disait « On a l'habitude de voir des posts sur le bonheur où tout le monde est heureux. Mais contrairement à ce que dit Mr. Roger, on ne passe pas toujours une journée merveilleuse dans le voisinage. Parfois, les voisins sont maléfiques. Ils installent discrètement des appareils pour vous enregistrer. Et un beau jour, ils s'en servent pour détruire votre vie. » On m'a envoyé des messages hier soir. Ils m'auraient mis sur écoute dans l'autre bâtiment. Là, on est assis et on se cache comme si on était des otages. Il a encore appelé la police. Ça ne présage rien de bon. On est assiégés. Apparemment, on les harcelait. Vous nous avez vus. S'ils arrivent, je ne saurais pas quoi faire. Est-ce qu'ils sont armés? Non. Il a appelé la police parce que je le harcelais, mais je n'étais même pas dans la grange. Il vaut mieux avoir des preuves, donc je fais cette vidéo. Reste là, ne t'en vas pas. Ne leur parlez pas. Je parle à mon ami. Ruth Cox était une cliente, mais aussi une amie. Elle était copropriétaire de chevaux avec Mary Haskins. Ruth Cox revenait de Caroline du Nord dans la soirée du 2 août. Je lui ai posé une question. Tu as pris ton arme? Je sais qu'elle voyage toujours avec un pistolet de calibre 9 mm. Elle m'a dit oui, donc je lui ai ordonné d'aller le mettre dans le coffre-fort. La police m'avait dit de ne rien laisser dans les voitures. Elle l'a rapporté. On l'a mis dans le coffre-fort de mon bureau. La situation dégénérait et devenait incontrôlable. J'appelais sans cesse la fédération, la police et nos avocats pour leur demander de reprendre la main. Ça allait trop loin. Le 2 août, Lorraine était dans les arbres et elle rôdait autour de l'écurie en pleine nuit, habillée comme un ninja. C'était la panique totale. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Est-ce qu'ils allaient tuer quelqu'un ou mettre le feu à l'écurie? Ces gens sont tarés. Ils nous harcèlent. Ils nous suivent partout. Hier soir, elle a fait un post sur Facebook. En ce moment, ils vous harcèlent via des posts sur Facebook? Hier soir, elle a écrit « Tout le monde devrait avoir peur. Je ne suis pas responsable de la réaction de mes autres personnalités face aux menaces. Ce post, c'est de la folie. J'ai une famille. » Je faisais tout ce qu'il fallait. Absolument tout. Je criais à l'aide. On a peur qu'il nous arrive quelque chose. Je leur ai dit de venir régler le problème comme l'aurait fait tout bon citoyen. On m'a répondu d'aller me faire voir. C'est la 3e fois et je ne suis pas rassuré. Je vivais au sein d'une communauté que j'avais moi-même créée. On avait des amis, on organisait des soirées pour les fêtes de fin d'année. J'allumais un feu et mon labrador venait dormir devant. Je coupais moi-même le bois. C'était un endroit idyllique. Et puis ces vagabonds ont débarqué.
Pour moi, ce sont des terroristes. Ils m'ont fait vivre un mini 11 septembre. Je veux retrouver ma vie. J'étais dans la cour et j'ai vu une camionnette grise. Elle s'est garée à côté de moi. Une femme aux cheveux foncés était au volant. Elle m'a dit « Je fais partie de l'aide sociale à l'enfance ». On est allé parler dans le bureau. On s'est assis, Mary Haskins, la femme et moi. Et puis elle m'a dit qu'elle voulait parler uniquement avec Mary. J'attendais dans une autre pièce. J'étais planté là et je l'ai entendu prononcer les mots « abus sexuel ». Je me souviens que mon corps était brûlant, comme si on m'avait allumé un chalumeau en plein visage. Je transpirais de partout. J'avais le sentiment qu'on m'avait mis une corde autour du cou et que je ne pouvais plus respirer. J'ai pris mon téléphone, mais je ne savais pas qui appeler. La police n'allait sûrement pas m'aider, personne ne le pouvait. Tout d'un coup, j'ai eu la tête qui tournait et la lumière qui m'éblouissait. J'étais confus. J'ai perdu l'équilibre et tout est devenu noir. J'ai entendu une voiture rouler sur le gravier. Au début, c'était assez lointain, mais ça s'est vite rapproché. J'ai tout de suite couru à l'étage pour aller chercher Rob. C'était Michael. Je ne savais pas pourquoi il était venu. On ne s'était pas parlé depuis plusieurs jours. Rob a descendu les 2 petites marches de notre Porsche pour aller le voir. Il lui a demandé ce qu'il voulait et Michael a répondu « Comment tout arrêter? Je ne veux pas la guerre. » Je me suis approchée vers lui et lui, il me fixait. Quelque chose clochait. D'un coup, Michael a sorti une arme et m'a tiré dessus 2 fois. Quelle est votre adresse? On m'a tiré dans le cœur. Je suis au 411 West Mill Drive, au 411. Vous pouvez répéter? Je perds beaucoup de sang. Michael Barrison m'a tiré dessus. Arrête de bouger, bordel! Je te dis d'arrêter de bouger! Allô? Oui? Une ambulance arrive? Des policiers sont en route, d'accord? Je faisais la circulation quand j'ai reçu un appel au sujet d'un homme qui avait ouvert le feu au 411 West Mill Road. J'étais stressé et le poste n'avait pas beaucoup d'informations à nous donner. Je suis arrivé dans l'allée, j'ai ouvert la portière côté passager et j'ai dégainé mon arme. Si tu continues de bouger, je te défonce la gueule! Tu m'as entendu là? C'est clair pour toi? J'ai vu un homme allongé sur le ventre et un autre homme qui était sur son dos pour le bloquer. À côté, il y avait une femme qui semblait blessée. J'ai crié « Où est le tireur ?» Le tireur est juste là! C'est lui! L'armée sur lui! J'ai retourné Michael Barrison. Sa main était ouverte et il y avait un pistolet de calibre 9 mm juste à côté de lui. Le cran de sûreté était en position de tir. J'ai éliminé l'arme et je me suis tourné vers Lorraine Kanarek. Va chercher des pansements thoraciques. On vous a tiré dessus une fois. Elle devenait grise et ne parlait pas beaucoup. Elle répétait seulement « Aidez-moi ». Au vu de son état, la probabilité qu'elle succombe à ses blessures était assez élevée. D'autres policiers sont arrivés et on a éloigné M. Barrison. On l'a installé près d'une remorque, en attendant que les médecins puissent l'examiner. Il était assis par terre et il avait le regard perdu. Il fixait l'horizon. Il a répété « J'avais une belle vie » à 3 reprises. Je suis arrivé à l'hôpital sans savoir ce qui s'était passé. Un médecin est venu nous voir pour nous dire qu'il n'arrivait pas à maintenir sa tension artérielle, je crois. Il devait l'opérer. L'équipe médicale devait intervenir rapidement. On a compris que c'était grave.
Je crois que c'était un mercredi. On a pu la voir et elle avait des tubes dans la bouche, dans le nez et des bandages partout. On ne savait pas si elle allait s'en sortir. J'ai ouvert les yeux. Je ne savais pas où j'étais. Du tout. J'ai vu des tubes qui sortaient du côté gauche de mon abdomen. Il y avait plein de machines autour de moi. Il y en avait partout. À ce moment-là, je me suis dit que je ne devais pas être dans les limbes ou dans un endroit entre la vie et la mort. J'ai pensé que j'étais à l'hôpital, mais je ne me souvenais de rien. J'avais complètement oublié comment j'avais atterri ici. Ma mère est arrivée avec le sourire. Elle m'a dit que j'avais subi une opération et que je venais de me réveiller. Elle a dit que j'avais été dans le coma et que les médecins me soignaient. Petit à petit, j'avais des bribes de souvenirs qui revenaient de ce qui s'était passé. J'avais hâte d'être au procès pour témoigner. Ça devrait être une affaire vite résolue. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Un ancien athlète accusé de tentative de meurtre. Il était membre de l'équipe olympique au JO de Pékin en 2008 et il a été élu cavalier de l'année en 2009. La police affirme qu'une enquête est en cours. On m'a réveillé et je me souviens avoir regardé mon bras. Il était dans un bandage qui allait de mon épaule à ma main. Je ne pouvais pas le plier. J'ai dit, c'est quoi ce bordel? Je veux mon avocat. Je pense que je suis le meilleur dans mon domaine. Je ne fais pas de pub, je n'ai pas de site internet. Tout ce que j'ai, ce sont les 43 dernières années à me donner corps et âme dans chacune des affaires. À chaque fois, mon esprit et mon âme sont pleinement investis dans ce que je fais. Je donne toujours tout, parce que dès que j'accepte une affaire, je sais que j'ai la vie de quelqu'un entre les mains. Je me suis rendu à la prison du comté de Maurice et on m'a installé dans une pièce. Au bout d'un moment, les portes se sont ouvertes. Michael est entré en traînant des pieds. Il m'a raconté. J'ai oublié ce qui s'est passé. Quelqu'un a gâché ma vie et l'a fait délibérément. Au début, je n'étais pas sûr de croire ce qu'il me racontait. Puis il a commencé à me parler de cette femme, Lorraine Kanarek. Elle s'est mise à m'attaquer via Facebook. Ses menaces étaient de plus en plus intenses. Elle parlait du roi, de la reine, qui devait mourir. Qui met les gens sur écoute? Qu'est-ce qu'elle allait nous faire? J'avais appelé tout le monde, de la Fédération d'équitation à la police. J'ai demandé de l'aide. J'ai même appelé la police de Washington Township. Je me souviens du numéro 908 876 32 32. Quand je cherchais quel angle prendre dans la défense de Michael, ça me semblait évident qu'il fallait envisager une défense fondée sur les troubles mentaux. Seul un petit pourcentage des accusés de crimes utilisent cette défense avec succès. La défense fondée sur l'aliénation mentale permet d'affirmer qu'au moment des faits, l'accusé n'avait pas conscience de mal agir à cause de troubles mentaux. Cette défense est utilisée dans seulement 1% des affaires criminelles. Jeffrey Dahmer a tenté de plaider la folie, mais le jury a refusé. Même s'il a admis avoir mangé ses victimes. John Wayne Gacy a tué 33 enfants. Le jury a refusé qu'il plaide la folie. Pourquoi cette défense fonctionne rarement? Sûrement parce qu'elle est rarement crédible. Dans l'équipe, Chris Deinegger s'occupait du côté juridique. La défense fondée sur l'aliénation mentale implique que vous ayez une maladie ou un trouble mental au moment des faits qui vous empêche de différencier le bien du mal ou de contrôler vos agissements. On avait choisi d'argumenter que Lorraine Kanarek avait fait sombrer Michael Barrison dans la folie. Au moment des faits, Michael était dans un état de délire. Dans ce cas, il ne pouvait pas être reconnu responsable de ses agissements.
Une stratégie rare. Il affirme que Lorraine Kanarek s'est servi des réseaux sociaux pour le pousser à bout. Un homme de 50 ans qui a soudainement une maladie mentale à ce stade de sa vie, c'est peu probable. Il pourrait être condamné à 60 ans de prison maximum. Qui accepte une telle affaire? Qui organise la défense dans une telle affaire? Je pensais être celui qui pouvait y arriver. Merci au jury. Nous sommes prêts à ouvrir ce procès en commençant par les déclarations liminaires. Silence plateau! Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire la pression et l'intensité qu'on ressent quand on entre dans une salle d'audience. Quand le juge me dit que je dois faire ma déclaration, c'est un moment hors du commun. Je ne ressens jamais cette sensation ailleurs qu'à ce moment-là. Je me lève, je m'avance vers le jury et je prononce les tout premiers mots. À l'aide. J'ai peur qu'il nous arrive quelque chose. S'il vous plaît, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Voilà les appels au secours de Michael Barrison. C'est une tragédie. Oui, Lorraine Kanarek a tragiquement été blessée par balle ce jour-là. Ceci étant dit, ce n'est pas la seule tragédie. L'autre, c'est l'histoire tragique de Michael Barrison. Absolument tous les hommes ont un point de rupture. Je vais vous exposer le vrai sujet de cette affaire. Lorraine Kanarek et son petit ami ont manigancé tout un plan pour détruire la vie de cet homme et le faire sombrer dans la folie. Merci, Monsieur Belinkas. Monsieur Shellhorn? Il faudrait que je parle plus fort. Je m'appelle Chris Shellhorn. Je suis assistant du procureur du comté de Morris. Une des missions principales du procureur, c'est de représenter les victimes de crimes et de leur permettre d'obtenir justice pendant le procès. Bonjour. Merci à tous d'être présents aujourd'hui et de faire partie du jury. La déclaration liminaire, c'est une source de pression. On doit réussir à gagner la confiance du jury tout en les convainquant grâce à nos arguments. Nous sommes ici aujourd'hui à cause des choix qu'a fait l'accusé le 9 août 2019. C'était sa décision de saisir une arme, de menacer Lorraine, de lui tirer dessus 2 fois, puis de tirer sur Rob. On était confiants parce qu'on s'était préparé. On avait constitué une théorie logique sur ce qui s'était passé. On avait établi pourquoi il était passé à l'acte à ce moment-là, et on savait pourquoi il en était arrivé là. C'est cet homme que nous devons juger. Vous allez sûrement entendre des choses qui ne vous plairont pas sur Lorraine, Rob, Mary Haskins ou d'autres. Mais rien ne justifiera les coups de feu tirés ce jour-là. On a analysé les chefs d'accusation pour s'assurer que les preuves qu'on présenterait au jury montreraient bien qu'un crime a été commis. Pour nous, on avait ce qu'il fallait. Pour monter une défense basée sur l'aliénation mentale, on doit faire appel à un expert. Un psychiatre doit faire une évaluation de notre client. Le nôtre a conclu qu'on pouvait parler d'aliénation mentale dans cette affaire. Votre prochain témoin? La défense appelle le docteur Steven Simring. Moi, je voulais prouver que Lorraine Kanarek avait établi tout un plan pour détruire Michael Barrison. Docteur, quelles conclusions avez-vous tirées après avoir étudié tous les éléments dans ce procès? J'ai émis 2 diagnostics pour le cas de M. Barrison. Tout d'abord, j'ai diagnostiqué un trouble délirant, puis la présence d'un trouble dépressif persistant chez M. Barrison. Le docteur Simring était d'accord avec nous. Et il avait lui aussi le sentiment que Michael Barrison avait été poussé à bout par Lorraine Kanarek et qu'il n'était pas responsable de ses actes. Quand on souffre d'un trouble délirant, on persiste à croire à des idées délirantes. Dans ce cas, l'idée délirante principale de M. Barrison était que Lorraine Kanarek allait l'anéantir. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour se protéger dans le contexte de ce délire. En ce qui concerne notre affaire, il n'a jamais réussi à vous donner de détails sur ce qui s'était passé? Tout à fait. Il n'en a donné ni à moi, ni aux forces de l'ordre. Savait-il distinguer le bien du mal? Pas au moment des faits. Michael Barrison n'a aucune idée de ce qui s'est passé.
Ce n'est pas simple pour le jury. Est-ce qu'on peut craquer à ce point et tout oublier? Nous avions un médecin qui affirmait que Michael Barrison était brisé. Et nous avons montré des preuves fournies par des personnes qui ont été témoins des craquages de Michael. Avez-vous déjà vu Michael craquer après avoir vu les différents posts publiés sur les réseaux sociaux? Il avait de plus en plus peur. Il analysait les moindres éléments et il était complètement submergé par la panique. Pouvez-vous décrire ce que vous avez vu, disons dans les 2-3 jours qui ont précédé les coups de feu? Il était presque dans un état catatonique. Il ne dormait plus, ne mangeait plus. Il avait le regard vitreux. Dans chaque procès, il y a des hauts et des bas. Chaque jour est une nouvelle bataille. Au bout du compte, la chose la plus importante, c'est de remporter la guerre. Nous appelons Lorraine Kanarek. Bien, Lorraine Kanarek. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Dans une affaire classique, on a un petit dossier avec des éléments à charge. Dans cette affaire, on avait un tiroir rempli de 30 ou 40 dossiers différents. On avait une quantité énorme de messages. Le compte Facebook de Lorraine Kanarek faisait 19 800 pages. Contre-interrogatoire, Monsieur Belinkas. Bonjour, Madame Kanarek. Bonjour. En ce qui concerne votre compte Facebook, vous étiez active et postiez dessus tous les jours, non? Oui. J'avais passé plus de 100 heures à examiner tout ce qu'elle avait posté sur les réseaux sociaux. J'avais le sentiment que je pouvais la détruire. Briseuse de couple un jour, briseuse de couple toujours. Elle ne vaut pas mieux qu'une ordure. Avez-vous écrit ces mots? Sûrement. Le moment est peut-être venu d'entrer en guerre. Vous pouvez relire le post d'avant? Non, je continue, il en reste beaucoup. Ok. Edward et moi, on voulait faire en sorte qu'elle dise la vérité, celle que l'accusation essayait de dissimuler. Vous souvenez-vous avoir dit « Le roi sera tué et la reine sera sacrifiée ». Franchement, je ne sais plus. Je parlais d'échecs, mais c'était peut-être une analogie. Mais avec cette analogie, vous visiez Michael Barrison et Mary Haskins, non? Certainement. Après toutes les choses que Lorraine Kanarek avait faites, n'importe qui serait devenu complètement fou. Avez-vous écrit les mots suivants? « Me voilà, méfiez-vous, car j'arrive. » Je lui ai répondu « Oui ». J'avais fait un post sur le film The Greatest Showman. Il était vraiment mesquin. Il avait sorti de son contexte ce post qui ne parlait absolument pas de meurtre, de conflit ou d'hostilité. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai fait que mentionner les éléments qui, selon moi, pouvaient aider le jury. D'abord, j'ai sorti les très nombreux documents qui correspondaient à toutes les choses qu'elle avait postées sur les réseaux sociaux. Ensuite, je lui ai posé la question décisive. Avez-vous établi un plan dans le but de détruire Michael Barrison? D'une certaine façon, oui. Dès qu'elle a prononcé ces mots, je me suis dit que c'était gagné. Nous arrêtons pour aujourd'hui. Merci de ne pas parler de l'affaire. Vous pouvez vous retirer, madame. Ce genre de questions et de réponses laissait penser qu'un plan avait été mis en place pour le faire craquer. Belinkas a utilisé un mot que j'ai interprété différemment de lui. Pour moi, c'était clair. Michael avait passé tout son temps à me harceler, m'intimider et essayer de gâcher ma vie. Je ne voulais pas le détruire, mais l'arrêter. Michael Barrison a été poussé à bout par Lorraine Kanarek. C'était diabolique. Monsieur Shellhorn, avez-vous d'autres témoins à charge? Oui. Notre angle, c'était qu'on ne peut pas tirer sur quelqu'un. Michael Barrison avait commis ces actes dans le but de tuer Lorraine Kanarek. C'était son objectif depuis le début. J'appelle le docteur Louis Schlesinger. C'est à vous, docteur.
Votre examen vous a-t-il démontré que Michael Barrison souffre d'un trouble délirant? Non, je n'ai absolument rien trouvé qui puisse le prouver. Le docteur Schlesinger n'a pas diagnostiqué de trouble délirant. Il n'a trouvé aucune preuve d'un quelconque délire. Pour moi, il fait semblant d'être amnésique. Il prétend avoir oublié tout ce qui touche à ses agissements criminels, mais il se souvient parfaitement de tout le reste. Vraiment? Si vous avez une excellente mémoire, comme lui, et que la chose que vous oubliez, c'est le moment où vous commettez un crime, c'est mauvais signe. Ils l'ont montré comme un grand athlète olympique qui avait été brisé. Selon eux, pourquoi il était comme ça? Sûrement à cause de nous, parce que eux, ils l'avaient connu comme ça. Et voilà comment il était maintenant. C'était un sacré spectacle. Il vérifiait que le jury soit là pour se comporter comme un fou. Quand le jury n'était pas là, il prenait des notes. À un moment pendant le procès, un tweet a été évoqué. Michael a tweeté « Une fois qu'on a été aux Jeux Olympiques, on a du pouvoir. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux. » Il a tweeté « Je vais pouvoir faire tout ce que je veux ». Quelque chose dans le genre. Je ne fais que paraphraser ce qu'il a dit, un peu comme ce que vous avez fait. Il avait une note que Michael lui avait donnée. Michael, le fou qui se tape la tête sur la table, qui pousse des cris et fait des grimaces. Mais il gardait quand même un peu de bon sens. Il était encore assez ancré dans la réalité pour donner des notes à son avocat et lui dire quoi mentionner. Est-ce que vous seriez étonné d'apprendre que Michael Barrison n'a pas de compte Twitter? Il n'était plus fou. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Il a plaidé la folie au moment des faits. Alors pourquoi il continuait d'agir comme un fou? Vous pouvez me dire où est M. Barrison? Michael est assis à côté de son avocat, même s'il ne ressemblait pas à ça quand je l'ai examiné. Quand je l'ai vu, il était bien coiffé et rasé. Il était bien plus apprêté. Là, il est débraillé. Son apparence a bien changé. Il faisait semblant. C'était de la pure comédie. Si vous ne vous en rendez pas compte, vous ne devriez pas être juré. C'est tout. Pour moi, un des problèmes qui a pu mener à cet incident, c'était qu'ils vivaient ensemble, sur la même propriété, mais qu'ils avaient peut-être chacun des objectifs différents. Avez-vous reçu un message de Michael Barrison dans lequel il disait vouloir leur faire la misère pour les obliger à partir? Je vais leur faire la misère, ils nous supplieront pour s'en aller. Regarde-moi, ça je sais comment le faire. Oui. D'après eux, Lorraine rendait Michael fou parce qu'elle le critiquait sur les réseaux sociaux et qu'elle l'avait signalé à Safe Sport. Mais pendant ce temps, Michael Barrison et Mary Haskins faisaient vivre exactement la même chose à Lorraine. Vous ou l'accusé, avez-vous formulé une réclamation à la Fédération américaine d'équitation au sujet de Lorraine Kanarek? Oui. Un des arguments qu'on a exposé au jury reposait sur son comportement qui n'était pas celui d'une personne effrayée. Il demandait à son avocat de lui envoyer de faux avis d'expulsion pour lui faire peur. Michael ne voulait pas réellement l'expulser. Il voulait lui faire peur pour qu'elle parte d'elle-même. Si on n'est pas parti, c'est tout simplement parce qu'on ne pouvait pas. Ils ont appelé plusieurs écuries pour nous dénigrer. Celles qui avaient accepté de prendre mes chevaux ont changé d'avis. Michael Barrison n'a jamais essayé de simplement parler avec Lorraine et de lui dire qu'il souhaitait qu'elle parte. À la place, il a tenté plein de stratagèmes déloyaux pour la pousser à partir. Mais quand ça n'a pas fonctionné, il a eu recours à la violence. Chaque affaire est différente. Parfois, il faut exposer les conflits dès le début. D'autres fois, il faut les faire monter en puissance jusqu'à la fin. Présentez-vous en épelant votre nom, s'il vous plaît. Je suis Ruth Phoenix Cox. Mon nom s'écrit COX. Merci. Asseyez-vous. Merci. Veuillez parler bien distinctement. Le docteur Cox était copropriétaire d'un cheval avec Mary Haskins Gray. Mary le montait et était entraînée par Michael Barrison sur sa propriété. Le 4 août, avez-vous eu une conversation avec l'accusé dans les écuries de sa propriété? Oui, tout à fait. Vous a-t-il fait une demande? Oui. Laquelle? Il voulait voir une arme que j'avais dans ma voiture.
Quelle était cette arme? C'est un pistolet Ruger de calibre 9 mm. Vous avez accepté de lui fournir cette arme? Oui, sur le moment, je lui ai prêté mon arme. Le docteur Cox lui a fourni l'arme non chargée et rangée dans sa boîte. Michael Barrison l'a mis dans le coffre-fort où il garde ses armes. Tout ça s'est produit 3 jours avant l'incident. On peut en déduire qu'il planifiait ou se préparait à commettre un meurtre. Il n'a pas agi sur un coup de tête. C'était plutôt un aboutissement. Ce n'était pas le résultat d'un moment de délire, mais une réaction parce que personne n'était satisfait. La situation a atteint un point critique le 7 août, quand une employée de l'aide sociale à l'enfance est venue à la ferme. Quelques minutes après son arrivée, Michael Barrison a pris sa voiture et il est allé confronter Lauren sans même savoir pourquoi l'assistante sociale était venue les voir. Étiez-vous venu voir Michael Barrison? Non. L'assistante sociale avait été envoyée là-bas parce que Save Sport avait reçu une réclamation au sujet d'une potentielle négligence qui concernait Mary Haskins et ses enfants. Quand j'ai fait le signalement, Safe Sport n'arrêtait pas de me demander s'il y avait des mineurs sur la propriété. Je ne comprenais pas en quoi cette information était importante. Moi, j'ai signalé Michael uniquement pour ses agissements. Je n'ai mentionné que le harcèlement, l'intimidation et l'abus de pouvoir. Pendant que Mary Haskins et l'assistante sociale avaient une conversation privée, il les a interrompus à 3 reprises. La 3e fois, il leur a dit qu'il avait besoin de son bureau. C'était là que se trouvait le coffre dans lequel il rangeait ses armes. Son propre expert psychiatrique a affirmé que Michael se souvenait avoir pris le pistolet, l'avoir chargé et avoir pris sa voiture. Vous vous souvenez que pendant votre entretien avec Michael Barrison, il a dit qu'il se rappelait avoir pris l'arme dans le coffre avant de conduire jusqu'à la maison? Oui. Pourtant, ce n'est pas dans votre rapport. Je ne vais pas vous contredire et faire perdre du temps au jury. J'accepte votre remarque. Il était tout à fait conscient de ce qu'il allait faire. Il est allé dans son bureau prendre son pistolet, il l'a chargé et il l'a mis dans sa poche pour le cacher. Ensuite, il est allé vers la maison en sachant que c'était la fin. L'émission de ce matin devrait être assez longue, car c'est le jour des conclusions des avocats au procès de Michael Barrison. Faites entrer les jurés. J'avais une certaine connexion avec le jury. Je pense qu'il appréciait de me voir si passionné. Il aurait pu inventer une bien meilleure histoire. Kanarek avait une arme, je lui ai tiré dessus, ils m'ont tabassé. Dire qu'il ne se souvient de rien, ça ne joue pas en sa faveur. Les jurés savaient que j'étais convaincu de l'innocence de Michael Barrison. Je n'ai pas de super punchline à vous proposer et je ne vais pas pleurer. Je vous demande de regarder les faits et d'appliquer la loi. Au moment de ma conclusion, je leur ai demandé de se fier aux preuves qu'on leur avait fournies et de le déclarer coupable. Je voulais qu'ils aient confiance en notre travail. En se basant uniquement sur le fait que l'accusé ait utilisé une arme, on peut en déduire qu'il avait l'intention d'ôter la vie. Quand il a ouvert le coffre pour se saisir du pistolet, il savait exactement ce qu'il comptait en faire. Ce que Lauren Kanarek lui a fait, c'est absolument horrible. Horrible! Quel genre de personne aurait pu aller aussi loin que Lauren Kanarek et Robert Goodwin? Maître Bilinkas n'a pas arrêté de le répéter pendant tout le procès. Qui fait ce genre de choses? Alors qu'en parallèle, l'accusé lui a fait subir exactement la même chose. Nous affirmons que Michael Barrison était fou au moment des faits. Il souffrait d'un trouble psychique. Il n'existe pas de trouble de la mémoire qui s'active seulement sur la période au cours de laquelle on commet un crime. Ils avaient élaboré un plan pour détruire Michael Barrison. Ne les laissez pas vous manipuler. J'aimerais vous demander de baser votre verdict sur autre chose que de la sympathie, du dégoût ou de l'émotivité. Déclarer Michael Barrison non coupable. C'est la bonne décision à prendre. C'est la plus juste. Flash Info, en direct du New Jersey, le verdict va enfin être prononcé. Le verdict va être rendu dans le procès de Michael Barrison pour tentative de meurtre. C'est l'heure du verdict pour Michael Barrison. Le jury se concertait depuis des jours.
La pression ne faisait que grimper. On ne sait jamais ce que le jury va décider. Comme je le dis presque toujours aux victimes, je savais que nos preuves étaient solides. Mais tout est possible pendant les délibérations du jury. Bien, messieurs les avocats, monsieur Barrison, il y a 10 minutes, le jury nous a informé qu'il était parvenu à un verdict. Nous allons l'entendre. J'étais sûr que Michael pouvait faire une crise cardiaque. Je ne pouvais pas être dans la salle. Je suis partie. Je suis allée m'asseoir dans les escaliers et je me suis tenu la tête. Quelle que soit l'affaire, le moment du verdict est particulièrement stressant. Ça ne fait qu'empirer quand les jurés entrent petit à petit. L'issue de l'affaire est entre leurs mains. Asseyez-vous. Monsieur le président du jury, levez-vous. Monsieur le président, le jury est-il parvenu à un verdict? Oui. Pour le chef d'accusation, tentative de meurtre sur Lorraine Kanarek, quel est votre verdict? Non coupable pour cause d'aliénation mentale. Pour le deuxième chef d'accusation... Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai entendu ce verdict dans un procès. Si c'était une folie passagère, si vraiment ça avait été le cas, pourquoi est-ce qu'il avait l'air fou même pendant le procès? Il a joué la comédie et le jury s'est fait avoir comme un bluff. Il y a pas mal de suppositions, notamment sur la façon dont il s'est comporté. S'il a vraiment fait semblant, sa performance mérite un Oscar. Les gens disaient qu'il simulait et que je lui avais demandé de se comporter de telle ou telle sorte. Allez vous faire voir, il n'a jamais joué la comédie. Il a montré une émotion pure et sincère. Ils ont annoncé le verdict dans les enceintes pendant un concours en Floride. Les gens applaudissaient et pleuraient. Hashtag libérez Michael. On me disait d'aller voir les commentaires sur les réseaux sociaux et on m'envoyait des captures d'écran. Très peu de gens apportaient leur soutien à Lorraine. Mesdames et messieurs les membres du jury, le président a prononcé votre verdict. Michael Barrison devra être suivi par un psychiatre. On ne peut pas tirer sur quelqu'un. Pour moi, c'est un fait et c'est comme ça. D'un point de vue civilisé, on peut ne pas apprécier Lorraine et ne pas approuver ses agissements. Mais j'ai quand même du mal à accepter qu'on puisse se dire que ce n'était pas grave de lui tirer dessus. Quand on atteint le point de non-retour, on ne tue pas. On démissionne, on quitte sa femme, on déménage à l'autre bout du pays. Tout le monde sait qu'on ne tue pas les gens qui nous agacent. Enfin la liberté, la justice. Justice pour tous. Michael Barrison est un homme libre. Merci, entre bien. Je vais arroser ça. Pas moi. Après avoir été reconnu non coupable pour cause d'aliénation mentale, Michael a été placé en institut psychiatrique. Les médecins ont fait une évaluation poussée et ont fini par conclure que Michael ne souffrait plus de troubles mentaux. Il pouvait retourner vivre en société. Je venais assister au procès absolument tous les jours. À travers cette épreuve, notre relation a beaucoup évolué. On a développé des sentiments l'un pour l'autre. Le verdict, ça a été un véritable soulagement. On allait pouvoir construire un avenir ensemble. Je suis ici devant vous parce que quelqu'un a dit que ce n'était pas ma faute. Indépendamment de ce que j'ai fait, je ne suis pas responsable. La vie m'offre une nouvelle chance et je vais la saisir. Stop, stop. Merci. Allez, vas-y.
Comment vous allez maintenant? Ça a été très compliqué. Le chemin a été long et semé d'embûches. Il me paraît sans fin. Quand on se prend 2 balles en plein dans les poumons, notre corps change et ne sera plus jamais comme avant. Pour moi, Michael Barrison n'est pas fou. Il ne l'a jamais été, j'en suis convaincue. Ce qui s'est passé est tragique. Mais aujourd'hui, toutes les personnes impliquées ont l'opportunité de reprendre leur vie. Les gens me disent « Michael, tu vas retrouver ta vie !» Pas du tout. J'ai énormément perdu, même si j'ai gagné ce procès. C'est un traumatisme. Je suis marqué à vie. Cette affaire sera associée à mon nom pour le restant de mes jours. Regardez-moi ça. On a tout imprimé, tous les éléments. On a 2 dossiers pleins à craquer. Là, ce sont des messages importants. Tout ça, ce sont tous les messages qu'on a imprimés. Ne laissez pas ces gens vous manipuler. Si vous voulez que je leur réponde, je peux le faire. On n'arrête pas de me répéter de passer à autre chose, mais on ne me laisse pas le faire. Ça, c'est la transcription d'un audio de 4 minutes. Là, il y a des centaines de pages. Rob, où est le rapport du docteur? Comment peut-on survivre à ça? J'étais un homme respectueux de la loi qui n'avait jamais eu de problème. Et elle a tout posté. Michael, calme-toi. Sur les réseaux. Michael, il faut vraiment que tu te calmes. Il pensait que j'allais brûler la grange? N'importe quoi. Je ne vais pas me défendre d'un poste qu'il a inventé. C'est toujours difficile à croire que le jury ait pu prononcer ce verdict. Elle n'arrête pas de se le repasser en boucle. Je préférerais qu'elle arrête. Lorraine Kanarek a témoigné dans une salle d'audience et elle a déclaré « J'ai manigancé un plan pour détruire sa vie. » Lorraine, tu as essayé et tu as échoué. Si j'arrivais à participer aux Jeux Olympiques ou à la finale du championnat mondial, je ferai le plus beau comeback de l'histoire. Michael Barrison. C'est mon objectif. Je ne suis pas du genre à aller pleurer dans un coin. Contre vents et marées, je vais continuer d'évoluer dans ce sport. Pour que j'arrête, il faudra me tuer, comme Michael a tenté de le faire.